1er janvier 2024, la péninsule de Noto, sur la côte ouest du Japon, est secouée par un violent tremblement de terre de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter. Une fois encore, le pays du soleil levant est endeuillé par ce type de catastrophe naturelle, hélas très fréquent au Japon. Au total, on dénombrera plus de 200 morts, et les dégâts matériels sont énormes. Des images qui rappellent évidemment le plus grand séisme survenu dans le pays il n'y a pas si longtemps, en mars 2011, et qui reste le plus violent que le Japon ait connu de mémoire d'homme. Séisme qui s'était alors accompagné d'un tsunami qui ravagea une bonne partie des côtes du Tohoku au nord-est du pays. Double peine pour les populations, voire triple si on ajoute Fukushima. Ces exemples récents nous rappellent évidemment à quel point le Japon doit faire face en permanence à cette nature hostile, et ce depuis la nuit des temps. Car on le sait, ce pays est l'un des plus touchés au monde par ce phénomène naturel et contre lequel on ne peut rien. Le peuple japonais a depuis toujours dû apprendre à vivre avec les séismes et les tsunamis, faisant preuve d'une résilience peu commune et propre aux habitants de l'archipel. Quoi qu'il puisse arriver, ils ont toujours su trouver la force pour faire face et se relever encore et encore. Et vous allez voir dans cette vidéo que vivre dans un pays à ce point malmené par les immenses forces tectoniques à l'œuvre sous ses pieds n'a rien d'une sinécure. Et que la légende selon laquelle le Japon serait situé sur le dos d'un poisson-chat est une preuve supplémentaire de la force de caractère des Japonais. Bienvenue dans le Japon de Doc Japan. On se croirait sur une zone de guerre, dans une ville ravagée par les bombardements, et pourtant, ici, c'est la nature seule qui est responsable d'un tel désastre. Et ce n'est hélas pas un cas isolé car au Japon, la terre peut trembler voire s'ouvrir sous nos pieds à tout moment. Aucune région du pays n'est épargnée, où qu'on aille, on n'est pas à l'abri. D'Okinawa à Hokkaido, sur la côte pacifique ou sur la mer du Japon, aucun endroit n'est sûr. Au contraire d'autres pays, eux aussi touchés de temps à autre par des séismes, ici, il n'y a pas un centimètre carré de terre émergée où on puisse être tranquille. Et si ce ne sont pas les tremblements de terre, alors c'est un tsunami qui peut tout submerger, un volcan qui peut entrer en éruption, ou un typhon qui balaye tout sur son passage. Oui, parce que même si c'est hors sujet ici, il faut pas oublier que le pays subit aussi ce type de catastrophe régulièrement. Faut avouer qu'ils sont vraiment mal situés. Il y a toujours un truc qui risque de leur tomber dessus. Mal situé, tu crois pas si bien dire, en effet. Car le Japon se trouve dans l'un de ces endroits du monde où les forces naturelles de la planète s'agitent en permanence. C'est vrai ça. On a l'impression qu'ils vivent sur une cocotte minute en perpétuelle ébullition. Mais comment ça se fait? Eh bien, pour mieux comprendre ces phénomènes, il faut aller voir ce qui se passe en sous-sol, puisque c'est là que tout se joue. Alors, on va commencer par un peu de géologie. Oui, je sais, c'est pas un mot qui fait rêver, mais comme d'hab, on va résumer et simplifier au max. Avec près de 450 millions d'années d'histoire géologique, le Japon est un sujet d'étude passionnant pour les spécialistes. On ne va évidemment pas tout passer en revue et se contenter de résumer dans les grandes lignes. Le Japon est un arc volcanique, situé sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique. On a déjà pu voir dans une des toutes premières vidéos de la chaîne que ce qui explique ce volcanisme particulièrement actif, c'est le fait qu'il se trouve sur une zone de subduction. Et c'est évidemment cette même subduction qui engendre d'aussi fréquents séismes dans l'archipel. En effet, le pays se situe à la frontière non pas entre deux, mais trois plaques tectoniques. La plaque eurasienne, la plaque pacifique, qui sont naturellement les plus importantes, et la plaque des Philippines, qui s'immisce entre les deux premières au sud du pays. Alors pour rappel, une zone de subduction, c'est un endroit où deux plaques se rencontrent et où l'une des deux glisse sous l'autre. Ça entraîne du même coup un soulèvement de la première, créant par la même occasion une chaîne de montagnes, du volcanisme et par voie de conséquence des tremblements de terre résultant des forces titanesques qui sont à l'œuvre à plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres sous la surface. Mais si une plaque glisse sous l'autre, alors ça devrait trembler sans arrêt, non? Non, parce que déjà, le mouvement est extrêmement lent, de l'ordre d'1 centimètre ou tout au plus quelques centimètres par an. C'est à peine perceptible. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui explique que les séismes puissent parfois être aussi violents qu'en 2011 ou qu'au mois de janvier dernier? Simplement parce que le mouvement n'est pas constant. La plupart du temps, la plaque qui glisse sous
ou l'autre est immobile dans la zone de subduction. Mais derrière, ça continue de pousser. Imagine, c'est comme si la roche restait accrochée parce qu'elle bute sur un obstacle. Mais comme le mouvement qui part du rift au milieu de l'océan Pacifique continue, au bout d'un moment, elle finit par céder et la plaque avance d'un coup. Ça crée une secousse et ça libère en même temps une énergie colossale. Et c'est ça qui crée les séismes. C'est comme toi, quand tu t'accroches dans le tapis avec tes griffes. Tu tires pour te dépêtrer, entraînant le tapis avec toi, et au moment où tu parviens à te libérer, vlan, le tapis se remet en place d'un seul coup. Ah oui, j'ai bien l'image là du coup. Oui, sauf que toi tu tires, alors que là, la plaque, elle est poussée. Le Japon constitue toutefois un cas un peu particulier, car il y a environ 25 millions d'années encore, il faisait partie intégrante du continent asiatique. Mais la subduction dont on vient de parler a engendré ce qu'on appelle un bassin arrière-arc. C'est un phénomène plus rare qui donne naissance à un nouveau rift au-delà de l'arc volcanique formé par la subduction et qui entraîne l'étirement de la plaque, formant ainsi un bassin qui, le plus souvent, se remplit d'eau. C'est ce qui a donné naissance à la mer du Japon lorsque les détroits de Corée et du Tartare se sont ouverts il y a 2 millions d'années environ. Le Japon s'est ainsi petit à petit éloigné du continent, en même temps que, de l'autre côté, la plaque pacifique continuait de pousser en sens inverse. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un pays véritablement pris en étau, pour ne pas dire en sandwich entre deux forces gigantesques, l'une poussant vers l'est et l'autre vers l'ouest, donnant ainsi naissance à ce pays presque exclusivement montagneux, à ses 110 volcans actifs, et depuis toujours agité de soubresauts tectoniques, autrement dit, les séismes. Aujourd'hui, le rift du bassin arrière-arc est éteint. Et c'est heureux, sans quoi j'ose même pas imaginer à quel point la situation serait encore pire qu'elle ne l'est déjà. Mais c'est aussi ça qui a permis le peuplement du Japon par des individus venus du continent, mais qui n'ont en fait pas eu besoin de traverser la mer pour arriver sur l'archipel, vu que le pays était relié à ce qui est aujourd'hui la péninsule coréenne il y a encore moins de 2 millions d'années. Et tout au long de leur histoire, ces peuples ont ainsi dû s'habituer à vivre avec cette géologie mouvementée et s'adapter en conséquence. Alors, sans remonter jusqu'à la préhistoire, vous allez voir qu'on est toutefois aujourd'hui capable de retracer l'histoire de plusieurs séismes qui se sont pourtant produits il y a fort longtemps. Si bien sûr le Japon est secoué par des séismes depuis des millions d'années, on a conservé la trace d'aucun d'entre eux avant le 8e siècle et les premiers écrits de l'archipel dont on a déjà souvent parlé sur cette chaîne, le Kojiki et le Nihon Shoki. C'est dans ce dernier que l'on retrouve la première mention écrite d'un séisme au Japon, qui se serait produit en 684. Aujourd'hui connu sous le nom de séisme d'Akuho, on pense que son épicentre se situait au sud-ouest de Shikoku et serait donc dû à la plaque des Philippines. Au fil des siècles, on a noté que les séismes dans cette région, qu'on a nommé les séismes Nankai, vont souvent de pair avec un autre séisme se produisant plus au nord et qu'on a appelé Tokai. Ils ont lieu en moyenne tous les 100 ou 200 ans. Oh, c'est pas super précis, dis donc. Eh ben, à ce que je sache, on n'est toujours pas capable de prédire les séismes, hein. En tout cas pas avec précision. Non, crois-moi, je pense que les habitants de Tokyo ou même ceux de Los Angeles, de l'autre côté du Pacifique, aimeraient beaucoup connaître la date du fameux Big One dont on leur parle depuis si longtemps. Oh, si ça se trouve, c'est une légende. Ah non, c'est malheureusement certain, ça va finir par arriver. Mais quand ? Mais plutôt que de nous perdre en conjectures sur d'hypothétiques séismes futurs, revenons à ceux du passé. Les plus dévastateurs ne sont pas nécessairement ceux dont la magnitude est la plus élevée. On est aujourd'hui capable d'estimer celle des tremblements de terre du passé, mais c'est surtout les dégâts causés et le nombre des victimes qui font de ces séismes de véritables catastrophes. L'un des plus meurtriers au Japon fut le tremblement de terre de Meiyo en 1498. Ce n'est d'ailleurs pas tant le séisme qui causa le plus de victimes que le tsunami qui s'ensuivit. Avec un épicentre situé au large, c'était à nouveau un séisme Nankai. Et la vague provoquée a notamment entièrement détruit le bâtiment où se trouvait alors le grand Bouddha de Kamakura. La statue elle-même n'a pas souffert, mais se trouve depuis lors à l'air libre. On pense que la catastrophe a fait plus de 40 000 morts dans toute la région. Alors les chiffres sont évidemment peu précis, compte tenu de l'époque. Mais grâce aux techniques dont on dispose aujourd'hui, on a cependant pu estimer que ce séisme était d'une magnitude de 8,6 sur l'échelle de Richter.
Et du coup, j'en profite pour rappeler qu'il s'agit d'une échelle logarithmique et que chaque niveau est 30 fois plus puissant que le précédent. Et non pas 10, comme je le disais dans ma vidéo consacrée au tremblement de terre de janvier dernier. D'ailleurs, merci à la personne qui a rectifié l'erreur en commentaire. Kamakura est une région où les tremblements de terre sont assez fréquents, hélas, puisqu'en 1257 déjà, mais surtout en 1293, un autre séisme de grande ampleur, estimé à une magnitude de 7,1, avait fait plus de 23 000 victimes. Plus proche de nous, on trouve d'autres séismes particulièrement meurtriers, notamment celui de Sanriku, autrement dit la même région que celle frappée en 2011, et qui s'est produit en 1896, faisant plus de 22 000 victimes. Ou encore celui du mont Unzen sur l'île de Kyushu en 1792, et qui a notamment déclenché un énorme tsunami lorsqu'une partie de la montagne s'est entièrement effondrée dans la baie, entraînant la mort d'au moins 15 000 personnes. Une catastrophe dont le souvenir est encore bien vivace à Shimabara, la ville située au pied du mont Unzen et où je suis passé lors de mon voyage l'année dernière. Il faut dire que le tsunami s'étant produit dans une baie, la vague provoquée a littéralement rebondi de l'autre côté, non sans faire là aussi de nombreuses victimes à Kumamoto, pour revenir frapper une seconde fois Shimabara. Alors on pourrait continuer à énumérer la liste des tremblements de terre les plus meurtriers du Japon pendant très longtemps, mais on va s'arrêter là. Et je n'ai volontairement pas évoqué les tremblements de terre du Kanto ou de Hanshin, parce que je leur consacrerai certainement des vidéos à part un jour ou l'autre. Mais je voudrais juste encore évoquer un autre séisme Nankai, celui de 1855, qui a frappé quasiment toute la côte pacifique depuis Kyushu jusqu'à Edo, autrement dit l'actuel Tokyo, en faisant plus de 10 000 victimes. Et la particularité de ce séisme, c'est qu'il est à l'origine d'une légende qui se transmet toujours aujourd'hui. Le poisson-chat, Namazu en japonais, est un paisible poisson d'eau douce qui doit son nom au barbillon qu'il a autour de la bouche et qui rappelle les moustaches d'un chat. Mais quel rapport peut-il bien y avoir entre ce poisson et les séismes ? La légende serait née après le grand tremblement de terre Hansei de 1855 qui a notamment frappé Edo, la capitale. Une histoire prétendant qu'un poisson-chat géant serait responsable de la catastrophe s'est alors répandue comme une traînée de poudre dans la population et on a vu fleurir diverses illustrations représentant le poisson-chat en question, illustrations qui avaient en outre la réputation de préserver leurs détenteurs contre les futurs séismes. Inutile de dire qu'elles se vendaient comme des petits pains. Décidément, les gens ont des idées bizarres. À la rigueur, un chat qui fait tomber quelque chose aurait été plus logique. Mais un poisson-chat, surtout qu'il n'y a aucun rapport avec nous. Eh oui, mais que veux-tu ? On sait que les Japonais ont une imagination particulièrement fertile dès qu'il s'agit de personnifier un phénomène. Il suffit de voir le nombre de yokai que compte le bestiaire mythologique pour s'en rendre compte. Car d'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas à aller voir la série de vidéos qu'il aurait consacrée et qui continue. J'essaie de recenser tous les yokai et croyez-moi, il y a du boulot. Dans la mythologie nippone, le Namazu géant vivrait dans les profondeurs de la terre, ce qui est déjà assez étrange en soi pour un poisson. Qui plus est, il vivrait sous le Japon, mais serait maintenu sous bonne garde par Kashima, divinité du tonnerre, qui l'empêcherait de bouger avec un énorme rocher, le Kaname Ishi. La légende s'est alors répandue prétendant que le séisme Hansei se serait produit pendant que Kashima était en voyage. Durant son absence, il aurait confié la garde du Namazu à Ebisu, divinité des pêcheurs et des marchands. Malheureusement, celui-ci se serait assoupi, laissant le Namazu libre de ses mouvements. Le poisson-chat aurait alors remué dans tous les sens pour se libérer, causant le terrible séisme Hansei. Alors évidemment, conséquence de cette légende, le poisson-chat est rapidement devenu une espèce qui inspire la crainte parmi la population. Ça peut prêter à sourire et vous devez vous dire que les gens étaient tout de même assez crédules. Sauf qu'on était en 1855 et qu'à ce moment-là, le Japon était encore un pays médiéval qui venait de vivre totalement coupé du monde extérieur pendant 250 ans. Ce n'est que 13 ans plus tard, avec la restauration Meiji, qu'il va s'ouvrir au monde et entamer une marche forcée vers le progrès. Pas étonnant donc que ce genre d'histoire voit le jour. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on se promène au Japon, on peut voir des panneaux mettant en scène le Namazu, pour signaler par exemple les routes qui seront fermées à la circulation en cas de tremblement de terre. Mais le Namazu fut à l'origine d'une autre rumeur, et pas franchement sympa celle-là, envers les travailleurs. Entendez par là les corporations de ce qu'on appellerait aujourd'hui le BTP. Maçons, couvreurs, charpentiers, etc. Certaines images étaient plutôt satiriques et dépeignaient ces ouvriers comme vénérant le Namazu et faisant la fête avec lui,
Autrement dit, on leur reprochait de souhaiter que le Namazu continue de provoquer des séismes pour leur procurer du travail et ainsi s'enrichir sur le dos des sinistrés. Ah oui, je vous l'avais dit, c'est pas sympa comme image, hein. Mais avec tous ces séismes et tsunamis auxquels la population japonaise est habituée depuis toujours, ces ouvriers et autres travailleurs du bâtiment ont fini par mettre au point des techniques toujours plus ingénieuses pour s'en prémunir et faire en sorte que les constructions résistent le mieux possible aux secousses. Et le Japon est ainsi devenu le pays à la pointe de la technologie antisismique. Compte tenu de son histoire liée au séisme depuis toujours, le Japon est aujourd'hui le pays le plus en pointe en matière de technologie antisismique, au point que cela a même été inscrit dans la loi. En effet, celle-ci exige que toute construction nouvelle soit aux normes antisismiques, et pas seulement les immeubles, comme on pourrait le croire, mais aussi les habitations. De plus, une inspection a lieu tous les 10 ans pour s'assurer que les bâtiments respectent bien ces normes. Rien n'est laissé au hasard, et même les bâtiments plus anciens, construits avant cette loi, ont droit à une inspection. Si celle-ci se conclut positivement, ils seront considérés comme sûrs et habitables. Bon, bien entendu, le risque zéro n'existe pas, surtout dans ce domaine. Et le séisme le plus récent l'a prouvé encore une fois. N'empêche que le Japon est le pays qui dispose des structures les plus résistantes au monde en matière de séisme. Sans parler des systèmes dits préventifs, comme des détecteurs qui permettent de couper immédiatement le gaz et l'électricité à la moindre secousse ressentie, et ce afin d'éviter les incendies. Dans ce domaine aussi, le Japon est à la pointe. Et souvenez-vous, on avait déjà vu ça également pour le Shinkansen, avec les systèmes de détection qui permettent de stopper le train avant même que la secousse ne se produise. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas vue. L'une des principales caractéristiques des bâtiments japonais est l'utilisation de paliers d'isolation sismique. Ces appuis permettent aux bâtiments de se déplacer horizontalement lors d'un tremblement de terre, ce qui réduit les contraintes sur la structure et minimise les dommages. En outre, de nombreux bâtiments japonais ont une structure en béton armé, ce qui renforce la stabilité et la protection contre l'effondrement. Et peu importe la forme des édifices, la tour Skytree par exemple, haute de 634 mètres, possède un système réunissant à la fois une technique ancestrale utilisée pour les pagodes et une technique mise au point par la NASA. Elle comporte en effet un shinbashira, un pilier stabilisateur en béton armé de 375 mètres de long. Ce pilier n'est pas fixé à la tour directement, mais attaché avec un système d'amortisseurs dont la mise au point a servi pour la conquête spatiale. En cas de séisme, il oscille plus lentement que le reste de la tour, et ce sont les amortisseurs qui encaissent le plus gros des chocs. Ce système fait qu'il y a ainsi 2 rythmes de vibration différents. Et c'est cette différence qui permet d'absorber un maximum d'ondes de choc. Alors ne me demandez pas de détails, là on entre dans des considérations physiques qui sortent totalement de mon domaine de compétences. Toujours est-il que même si la tour se balance, elle résiste mieux au séisme. Mais n'allez pas croire que seules les constructions les plus récentes en béton ou en métal sont conçues pour y résister. On l'a vu, le Japon a toujours subi des séismes. Et les bâtisseurs n'ont pas attendu le XXe siècle pour imaginer des moyens de s'en prémunir. Les anciennes constructions en bois, elles aussi, avaient leurs techniques qui ont encore été perfectionnées à la fin du XIXe siècle. Avez-vous déjà entendu parler du kumiki ? Le kumiki est une technique utilisée par les charpentiers japonais et qui signifie assembler le bois. Dans le kumiki, les pièces de bois sont imbriquées les unes dans les autres sans utiliser le moindre clou ou la moindre vis. La structure tient uniquement grâce à l'agencement des pièces entre elles, que ce soit à angle droit ou en diagonale. Et le kumiki ne sert pas qu'à construire des bâtiments, mais aussi des meubles ou même des jouets en bois. On pense d'ailleurs que ce serait l'un de ces jouets, nommé chiegi, utilisé vers le milieu de l'époque Edo, qui serait à l'origine du kumiki. La technique a ensuite été développée aux alentours de 1887 par un charpentier d'Odawara nommé Yamanaka Tsunetaro. Et ce type de structure en bois, sans clous, ni vis, ni aucun adhésif d'aucune sorte d'ailleurs, est directement inspiré d'anciennes techniques de construction millénaires et ayant fait leurs preuves dans la résistance au séisme. En effet, le kumiki permet d'isoler les vibrations tout en maintenant l'intégrité de la structure. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on voit fleurir de nouvelles constructions en bois utilisant la technique du kumiki. C'est le cas par exemple de la boutique Sunny Hills dans le quartier d'Aoyama à Tokyo, ou encore du musée Yasuhara dans la préfecture de Kochi.
La technique a en outre été désignée comme héritage culturel par l'UNESCO en 2020. Évidemment, toutes ces techniques ne pourront sans doute jamais empêcher le Japon de subir moult dégâts dus au séisme, hélas. Mais elles sont néanmoins capables de les atténuer et ainsi éviter que le nombre des victimes soit trop important. Et n'oublions pas non plus les systèmes d'alerte qui se perfectionnent de plus en plus, les lieux de refuge, ainsi que les nombreuses digues de béton qui, même si elles entachent malheureusement le paysage le long des côtes, permettent de ralentir la progression des tsunamis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi en entier et je voudrais adresser aussi un merci tout particulier aux personnes qui ont apporté certaines précisions en commentaire sur la vidéo consacrée au séisme de début janvier, et notamment sur l'échelle de Richter et sur le Kumiki. Ça m'a permis de creuser la question et de pouvoir vous en parler ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo autour de vous et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Doc in Japan, la série documentaire consacrée à mon voyage de 2023. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane!